Je crois que le sommet de Sharm el-Sheikh qui vient donc d'être organisé n'est absolument pas révélateur d'un quelconque succès dans les avancées israélo-palestiniennes. Je dirais que bien au contraire, c'est la preuve de ce que l'on n'a pas vraiment d'acteurs à même d'accompagner positivement et de manière pesante, active et positive les évolutions israélo-palestiniennes. C'est-à-dire que ne serait-ce que sur le plan de la position européenne, on a vu qu'on avait plusieurs leaders européens qui étaient présents au sommet de Sharm el-Sheikh, dont Nicolas Sarkozy, dont un représentant tchèque, etc. Mais que dans la globalité, finalement, l'absence d'un représentant unique pour les Européens tel que Javier Solana montre que les Européens n'arrivent pas vraiment à avoir un poids et n'arrivent pas à capitaliser sur l'action d'un représentant unique. Donc à partir de là, il faut bien voir que Sharm el-Sheikh, ça a été, je dirais, un engrenage ou du moins un mécanisme au sein d'un système global qui n'a toujours pas abouti pour l'heure. Il ne faut pas oublier qu'en parallèle, au moment où on parle, ou à l'heure où on parle, on a la Ligue arabe qui est réunie au Koweït pour des raisons économiques officiellement, mais qui va traiter du politique également en parallèle. Il ne faut pas oublier non plus que Sharm el-Sheikh, pour sa part, n'a pas réussi à mettre en application la fameuse résolution 1860 de l'ONU, qui, aussi insatisfaisante soit-elle, permet quelque part de sortir au moins relativement de l'ornière ou de cette violence générale. Donc à partir de là, on a tout simplement une décision unilatérale de cesser le feu qui a été faillible dans un premier temps, mais qui finalement a abouti, décision unilatérale israélienne bien entendu, et qui fait que tant que le Hamas et Israël seront prêts eux-mêmes à respecter les conditions d'un cessez-le-feu, là on pourra se dire que les choses se sont calmées. Mais par contre, en contrepartie, il n'y a pas de garantie et il n'y a pas non plus de traitement de fond, ni de la question israélo-palestinienne, ni même de la question israélo-arabe. Donc à partir de là, il faut se réjouir des initiatives diplomatiques, mais bien constater de ce que, une fois encore, c'est Washington qui demeure le seul à même de peser sur ces perspectives. Concernant Doha, il y a quelque chose de très intéressant, ou deux choses très intéressantes à constater. C'est que d'une part, ce n'est pas un sommet qui a fait consensus au sein des Arabes, c'est-à-dire que sur les 22 ou 23 États qui devaient être présents à l'origine, seuls 13 des États membres de la Ligue arabe ont accepté de s'y rendre. Ça, c'est la première chose intéressante parce que ça confirme la division que l'on a entre Arabes sur cette question israélo-palestinienne. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que ce même sommet a eu parmi les États présents des États non arabes, tels que la Turquie, qui pour sa part a une présence, j'ai envie de dire, légitime, parce que c'est un pays qui a essayé et qui essaye d'accompagner les relations israélo-arabes. Mais l'autre surprise ou semi-surprise de ce sommet, c'était quand même non seulement la présence de l'Iran, mais la présence de surcroît du président Mahmoud Ahmadinejad, qui pour sa part est loin d'être tendre vis-à-vis des Israéliens. Et tout cela dans un contexte où le Qatar ou la Turquie sont des pays qui jusqu'à peu ont eu de très bons rapports avec les Israéliens. Donc à partir de là, je crois que tout simplement que Doha a mis en exergue cette division que l'on a chez les Arabes sur cette question israélo-palestinienne, mais dans le même temps sans beaucoup d'illusions, puisque ces mêmes États présents à Doha ont menacé de retirer leur fameuse proposition de paix à Israël, à savoir retirez-vous des territoires occupés et nous procéderons à une normalisation de nos relations avec vous. Mais 2 jours plus tard, étant réunis à Kuwait City, on voit bien que certains de ces États sont eux-mêmes revenus sur cette annonce en disant ce qu'il faut à terme, c'est quand même avoir un échange qui permette d'aller vers une paix ou vers quelque chose de positif. Donc une fois encore, consécration de la division inter-arabe, mais dans la globalité, je crois, et les Israéliens en sont conscients, que la tempête que l'on a eue actuellement va connaître un retour au calme et que de toute façon, les critiques d'aujourd'hui ont de fortes chances de revenir à des positions plus traditionnelles à une échéance pas si lointaine que cela. Au niveau des territoires palestiniens, on voit bien que le cessez-le-feu qui a été proclamé jusqu'à présent entretient indirectement Israël d'un côté et le Hamas d'autre part. Tout en sachant que le Hamas a fait savoir que pour l'instant, tout ce qu'il était prêt à envisager, c'est un cessez-le-feu ou une trêve d'une seule semaine, mais à la condition que les Israéliens se retirent de la bande de Gaza. Ce qui ne semble pas entièrement acquis, étant donné que les Israéliens veulent continuer à faire valoir la différence sur le terrain. Donc à mon avis, il ne faut pas croire à une viabilité du cessez-le-feu. D'une manière ou d'une autre, si ce n'est pas le Hamas, ce seront d'autres formations qui voudraient
qui voudront au minimum venger leurs propres morts, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même plus de 1000 morts côté palestinien, que ça fait quand même pas mal de rancœurs qui sont une fois encore accumulées par les Palestiniens, et qu'à partir de là, il y a des formations ou des individus qui vont vouloir marquer la différence vis-à-vis d'Israël. Donc toute la question à partir de là, c'est de savoir si Israël, après avoir quand même considérablement affaibli le Hamas sur le plan militaire, à défaut de l'avoir fait sur le plan politique, est-ce que Israël va considérer que cet objectif est atteint et qu'à partir de là, après les élections législatives israéliennes de février prochain, il y aura matière pour lui à repartir sur des négociations franches, notamment avec l'autorité palestinienne et avec Mahmoud Abbas. Rien n'est acquis non plus sur ce plan-là, mais il faut espérer que malgré cet épisode dramatique, cet épisode inutile finalement, il faut espérer que les Israéliens soient enfin prêts à envisager les relations politiques plutôt que la méthode militaire vis-à-vis de leurs voisins.